Par l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui en cette Chambre au sujet du projet de loi C-57, modernisant l'accord commercial existant entre le Canada et l'Ukraine depuis 2017. Accord existant depuis 2017. Je me lève donc aujourd'hui à titre de porte-parole du Bloc québécois en commerce international. Ça me fait plaisir de parler au nom de ma formation politique aujourd'hui. Le mouvement indépendantiste québécois, petit rappel, parce que nous sommes les porteurs d'une tradition, militait pour le libre-échange dès les années 80 dans le but de sortir du trop étroit cadre économique canadien. Puis ça a été une véritable aubaine pour nos PME qui détiennent des expertises qui sont tout autant précieuses que diversifiées. Par contre, précisons aussi, notre position, elle n'est pas religieuse. Un accord commercial, ça peut être mauvais. C'est ce qu'il contient qui détermine qu'on soit en faveur ou non. Si un accord devait être nuisible pour plusieurs de nos secteurs clés ou encore marchandiser de façon abusive nos services publics ou placer les multinationales dans une position prédominante ou être nuisible à l'environnement ou aux droits des travailleurs, on ne le soutiendrait pas. On ne le soutiendrait pas sous prétexte qu'on croit aux vertus du commerce international. Dans le cas qui nous occupe, donc l'accord Canada-Ukraine, je vais le dire d'emblée, on va voter en faveur du principe, parce que je le rappelle, on est uniquement à l'étape du principe, et ce, même si on a un important bémol sur lequel je vais revenir un peu plus tard, puis sur lequel on presse le gouvernement de s'engager et de nous soumettre à un engagement. Mais revenons-en d'abord au contexte. On parle de modernisation d'un accord qui remonte à 2017, mais on pourrait carrément parler d'un nouvel accord quand on regarde ça. L'accord de 2017, qui était essentiellement négocié sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, c'était avant tout une marque d'amitié envers l'Ukraine. Une prise de position symbolique, si tant est que les échanges commerciaux avec l'Ukraine étaient plutôt marginaux dans le temps. Les négociations avaient pris fin à l'été 2015, et juste avant les élections, mais l'accord a été signé sous l'actuel gouvernement en 2016 lors d'une visite à Ottawa du premier ministre ukrainien. Il est entré en vigueur en 2017. Le Bloc québécois avait appuyé cet accord et compte tenu du désir de procéder rapidement dans un contexte où l'Ukraine est à la recherche d'appuis internationaux, l'accord de 2017, il était assez minimal. On n'avait pas poussé la logique au bout. En particulier, quand on regarde la question des mécanismes de mise en œuvre qui devaient veiller au respect de l'accord, ils étaient assez faibles. Ici, dans ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est un vrai accord commercial. Le projet de loi C-57, il tient en 15 pages. Il se contente de modifier les lois canadiennes pour les rendre conformes aux exigences du traité, ce qui va permettre au gouvernement de procéder à sa ratification. Les dispositions de C-57 sont donc essentiellement techniques et sont majoritairement des dispositions de concordance où on change le nom des références à l'accord Canada-Ukraine de 2017 ou d'autres accords pourraient substituer des références à l'accord Canada-Ukraine de 2023. De plus, il autorise la création, reconnaît l'autorité et permet le financement des différents mécanismes institutionnels prévus à l'accord, qu'il s'agisse du secrétariat chargé du bon fonctionnement de l'accord ou des différents organes chargés de régler les différends. L'accord Canada-Ukraine de 2023, c'est un accord qui est complet. On parle de 1000 pages. Il contient 30 chapitres qui couvrent tant le commerce de biens et services, donc incluant des dispositions particulières pour plusieurs domaines, que les investissements, les marchés publics, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le droit du travail et de l'environnement, des dispositions permettant de favoriser les petites entreprises ou celles qui appartiennent à des femmes ou des Autochtones. Donc, c'est large. Précisons d'emblée qu'on était content de ne pas voir reproduite dans cet accord le contenu du décret de juin 2022. On parle d'un décret il arrive souvent que le Canada exempte de tarifs des pays qui sont en difficulté ou qui sont en guerre, mais c'était la première fois qu'on touche à la gestion de l'offre. L'Ukraine se trouvait totalement, à peu de choses près, exemptée de gestion de l'offre par rapport au Canada, par rapport aux frontières canadiennes. Les producteurs de poulet étaient très inquiets. On subit pendant 1 an les contre-coups de cette ouverture-là. Ça, c'était inacceptable, ça n'avait pas lieu d'être, surtout qu'il y a eu des prétextes qui ont été assez loufoques, qui ont été évoqués. Par exemple, le fait qu'il n'y aurait pas de grippe aviaire en Ukraine basé sur des études d'il y a plusieurs années, alors que les virus s'ammutent en passant. Alors aussi que un des principaux foyers de grippe aviaire en Europe, c'est la Pologne.
qui est juste à côté. Jusqu'à preuve du contraire, les oiseaux, comme les poulets, ça ne respecte pas les frontières jusqu'à preuve du contraire. Ils ne sont pas contrôlés à la frontière. Donc, si c'est un principal foyer en Pologne, ça serait surprenant qu'il y ait eu 0 cas, contrairement à ce qu'on disait en Ukraine. Fin de la parenthèse. Mais bref, cet accord-là, il couvre les composantes du commerce et plusieurs secteurs connexes susceptibles d'avoir un impact sur le commerce. Parmi les 30 chapitres, 11 sont nouveaux par rapport à l'accord de 2017. On parle des commerces transfrontaliers des services, du commerce transfrontalier des services qui précise les règles applicables dans le domaine des services. L'élaboration et l'administration des mesures qui assurent la prévisibilité et la constance dans les pratiques administratives. L'investissement, qui protège les investissements, qui vient remplacer l'accord bilatéral de protection des investissements de 1994. Des mesures non conformes dans les domaines des services et de l'investissement, complément au chapitre sur les commerces transfrontaliers des services. Il vient préciser son application dans des domaines spécifiques et énumère les exceptions que les deux pays souhaitent préserver. L'admission temporaire des gens d'affaires, qui est une disposition qui est nécessaire à la conduite des affaires entre les deux pays, qui était une disposition qui était absente de l'accord de 2017. Les télécommunications. Donc, sans ouvrir complètement le marché des télécommunications, c'est un chapitre qui garantit l'accès aux infrastructures de télécommunications. Il ne touche pas à la radiodiffusion et donc aux politiques culturelles. Donc, l'exception culturelle, comme on l'appelle, est préservée. C'est tant mieux, parce que sinon, croyez-moi qu'on se serait battu contre cette disposition-là s'il y avait un accroc à l'exception culturelle. Les services financiers, qui est un complément au chapitre sur le commerce des services, qui précise les règles applicables aux services financiers, sans ouvrir complètement le marché, parce que le marché bancaire canadien demeure essentiellement protégé. Il établit les règles qui facilitent l'utilisation des services financiers dans l'autre pays et une circulation simple des capitaux. 3 chapitres aussi s'ajoutent qui concernent la participation de certaines clientèles au commerce, les PME, les femmes, les Autochtones, qui permettent la mise en place de mesures préférentielles. Il y a aussi un chapitre sur les bonnes pratiques de réglementation qui vient codifier la manière dont les règlements sont adoptés pour en assurer la transparence et l'application prévisible. Et parmi les chapitres qui existaient dans l'accord de 2017, 8 ont été modifiés. Qu'on parle des règles d'origine et des procédures d'origine, là, on vient assouplir ça pour les produits dont une partie du contenu provient d'un pays avec lequel on a contenu un accord de libre-échange. Le commerce numérique, un chapitre qui vient préciser les règles applicables aux données transmises électroniquement pour assurer une meilleure circulation. Chapitre sur la politique de concurrence qui vient préciser les règles de concurrence qui pourraient nuire au commerce, en particulier dans le cas de l'Ukraine, où il y a eu des privatisations massives en Ukraine après la fin de l'URSS. Ça avait entraîné, finalement, on était passé de monopole d'État à des quasi-monopoles privés. C'était difficile à percer. Là, on vient quand même travailler là-dessus. Un chapitre aussi, justement, sur le monopole désigné ou des entreprises d'État. Donc, chapitre qui reprend les dispositions de l'accord de 2017, mais dans un chapitre distinct pour en faciliter l'application. Chapitre sur les marchés publics qui était présent dans l'accord de 2017, mais juste sous forme d'intention, sous la forme d'un énoncé d'intention. Là, ça inclut dans l'accord les dispositions de l'accord des marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui le soustrait aux organes de règlement de l'OMC qui sont paralysés depuis des années, et ça le soumet aux groupes spéciaux de l'accord Canada-Ukraine. Dans le contexte des énormes contrats qui sont liés à la reconstruction de l'Ukraine, qu'on peut envisager, qu'on peut présumer dans un avenir rapproché, qui vont venir dès que la guerre va être terminée, ce qu'on espère rapide, le chapitre y est d'une grande importance. Il y a aussi 2 chapitres sur l'environnement et le travail qui étaient essentiellement aussi des énoncés d'intention dans l'accord de 2017 qui deviennent exécutoires. Un chapitre sur la transparence, la lutte contre la corruption et la conduite responsable des entreprises. Dans l'accord de 2017, on prévoyait des mesures anticorruption. Là, dans l'accord de 2023, on ajoute des dispositions sur la conduite responsable des entreprises. On sait que le gouvernement se pète les bretelles, si vous me passez l'expression, à propos de ce chapitre, parce que c'est une section qui insiste les entreprises à adopter des normes, des lignes directrices, des principes reconnus à l'échelle internationale en matière de conduite responsable des entreprises et de responsabilité sociale des entreprises. Mais au final, c'est juste des codes volontaires. C'est juste un beau principe, c'est complètement vide. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans, si ce n'est qu'on invite à suivre les beaux principes. Il n'y a absolument aucun
aucune entité de suivi, de vérification qui soit liée à ce chapitre-là. Donc, autrement dit, laissons faire les belles sirènes libérales qui se vantent d'avoir donc fait pousser plus loin la lutte à la corruption en Ukraine avec ce chapitre-là. Et aussi, bien sûr, regardez, allons-y. Maintenant, ça c'est ce qui clôt le portrait des chapitres modifiés et des nouveaux chapitres. Alors, il y a des impacts qui peuvent être prévisibles et qui nous poussent à appuyer le principe de cet accord. Même si le commerce entre le Canada et l'Ukraine a augmenté du tiers depuis la conclusion de l'accord de 2017, ça demeure un partenaire commercial marginal pour le Canada. En 2022, la valeur des exportations des marchandises du Canada vers l'Ukraine a atteint 150,2 millions de dollars. Les 150,2 millions de dollars, là, ça veut dire 0,02 % des 760 milliards en exportation canadienne l'an dernier. Puis ça, même en contexte de pays qui est en guerre. Les 3 principaux produits qui sont exportés vers l'Ukraine, ça a été les véhicules et les pièces automobiles, le poisson et les fruits de mer, ainsi que les produits pharmaceutiques. Toujours en 2022, les importations de marchandises en provenance de l'Ukraine se sont chiffrées à 271,2 millions de dollars. Et ces 271 millions de dollars, c'est 0,04 % des 780 milliards en exportation canadienne l'an dernier. Les principales importations du Canada en provenance de l'Ukraine ont été les huiles et les graisses animales et végétales, le fer et l'acier et les machines et équipements électriques. L'impact commercial de ce nouvel accord sera donc marginal, d'autant plus que la majorité des biens et services s'échangeaient déjà librement parce qu'on est toujours dans l'Organisation mondiale du commerce jusqu'à la preuve du contraire, tout comme l'Ukraine l'est. L'impact va apporter cependant une prévisibilité plus grande que dans l'accord précédent, l'accord de 2017, ce qui devrait faciliter les affaires. Notons que l'accord de 2023 devance d'1 an l'accès garanti au marché ukrainien pour 20 000 tonnes métriques de porc canadien, qui est une production importante du Québec. Donc, les producteurs de porc peuvent être satisfaits de ces dispositions. Notons aussi que le chapitre sur les marchés publics risque de devenir très important dans le contexte de la reconstruction post-guerre en Ukraine. En particulier, les firmes de génie québécois. On sait qu'on en a certaines qui sont très performantes à l'international. Elles pourraient être mises à contribution dans la reconstruction des infrastructures du pays. Pensons aux barrages, où on jouit d'une expertise qui est reconnue internationalement. J'en arrive cependant maintenant à nos bémols. Le principal, c'est que, comme d'habitude, celui de la transparence. La capacité pour le Parlement de modifier C-57, une loi dont on débat aujourd'hui, est assez limitée. Les amendements peuvent concerner que le projet de loi et ne peuvent pas affecter le traité lui-même. Cette limitation du pouvoir du Parlement n'est pas propre à l'accord Canada-Ukraine, parce qu'en matière de traités internationaux, les élus du peuple, ici en cette Chambre, dans cette Chambre de culture monarchique, sont très, très peu impliqués. Leur pouvoir se limite à dire oui ou non à ce que le gouvernement a conclu. Donc là, on a ça devant nous, on peut à peu près rien faire par rapport à ça. On ne pourrait pas dire améliore tel point ou dire je suis pour, mais tel point, j'aimerais ça que tu l'enlèves. C'est pas possible. On se limite à ne pas pouvoir influencer sérieusement le contenu des accords. De même, alors que les provinces ont l'autorité de mettre en œuvre les dispositions du traité qui touchent leur champ de compétences, elles ne sont pas non plus réellement impliquées dans les négociations, contrairement par exemple à ce qu'on voit en Europe, où les États membres jouent un rôle central. Même si le traité se conclut avec l'Union européenne, on passe généralement par les parlements des États membres. Ces carences démocratiques, encore une fois, ne sont pas propres à l'accord Canada-Ukraine. C'est l'ensemble de la pratique canadienne en matière de conclusion des traités qui doit être revu. Quel que soit l'enjeu ou quelle que soit la couleur du gouvernement, les gouvernements apprécient guère que les opposants scrutent de trop près ces agissements. Dans le domaine des accords commerciaux, le secret est de mise. Le Canada témoigne d'une profonde tradition monarchique gardant dans l'ombre les accords qu'il signe, de peur qu'ils ne périssent comme des vampires lorsqu'ils sont au soleil. En ma qualité de député, j'ai malheureusement pu en faire l'expérience personnelle. En novembre et en décembre 2020, lorsqu'au Comité du commerce international, on a été contraint d'étudier l'accord commercial, l'accord de libre-échange Canada-Royaume-Uni sans en avoir le texte. On assistait dans le cadre de cette pièce de théâtre absurde à des témoignages de personnes, d'experts, de groupes qui nous parlaient d'un accord dont ils ignoraient le contenu
dont ils ignoraient la teneur, tout comme nous, les élus d'ailleurs. Pourtant, lors de la création du ministère canadien des Affaires étrangères en 1909, il était prévu que le ministre fasse rapport annuellement au Parlement des activités du ministère. Cela comportait donc, logiquement, un état des lieux concernant les discussions et les engagements du Canada à l'international. En 1995, en plein essor de la mondialisation, la loi sur le ministère a été modifiée pour lui donner davantage les mains libres en lui octroyant la compétence sur le commerce international au détriment donc de l'institution parlementaire, puis l'obligation du rapport annuel a été supprimée. Un Parlement digne de ce nom devrait se doter de procédures visant à augmenter le niveau de contrôle démocratique à exercer sur les accords. Puis le Bloc québécois a déposé 7 projets de loi en ce sens entre 1999 et 2004. L'autre irritant dans cet accord, c'est celui du règlement des différents investisseurs États. Alors, il y en a un là-dedans. Ça, c'est un dispositif qui permet aux multinationales étrangères, un investisseur étranger, de mettre devant les tribunaux un État si une politique mise en place nuit à sa capacité à faire du profit. Ça, c'est extrêmement grave. C'était généralisé dans les accords, là, quand ça pleuvait dans les années du néolibéralisme agressif triomphant. Mais c'est très grave que le Canada continue à s'entêter, à accepter, à négocier, à pousser pour des accords de la sorte. Rappelons quand même certaines choses par rapport à ça. C'est que ce sont des clauses qui, d'abord, ont permis à des multinationales de poursuivre des États pour des augmentations de salaire minimum, pour des mesures environnementales, pour des taxes sur les boissons gazeuses, pour contrer les épidémies d'obésité dans certains pays, pour des moratoires sur des forages. Donc, il est devenu de plus en plus... Ce sont des clauses de protection des investisseurs étrangers qui c'est un outil légal pour neutraliser la capacité d'agir de l'État en laissant planer au-dessus de lui la menace perpétuelle de recours judiciaire par les entreprises étrangères. C'est une menace aux souverainetés nationales. Ça rend de plus en plus ardu pour un État de légiférer sur des questions qui sont liées. Par exemple, à la justice sociale, à l'environnement, aux conditions de travail, à la santé publique, si une compagnie transnationale se croit lésée dans son droit au profit. C'est une censure de la volonté démocratique. Selon un rapport de l'ONU datant de 2013, les États ont gagné ces poursuites dans 42 % des cas, contre 31 % des cas pour les entreprises. Et la balance, les différents restants, ça a été un règlement à l'amiable. Ça veut donc dire que les poursuivants ont pu faire reculer la volonté politique des États en partie lors d'entente ou en totalité lors de victoires de leur part, dans 58 % des cas. C'est une donnée quantitative qui néglige par contre un facteur important, qui est la pression que les clauses de protection des investisseurs font peser sur les États, qui renoncent d'emblée, pour éviter les poursuites, qui renoncent d'emblée en amont dans la procédure de discussion, dans la procédure de prise de décision, par crainte, qui s'auto-censurent par crainte de se retrouver devant les tribunaux. Un rapport de la Direction générale des politiques externes de l'Union européenne affirmait d'ailleurs en 2014 qu'il y avait un effet de dissuasion sur les politiques publiques de ces mécanismes investisseurs-État. Et puis, rappelons que le Bloc, là, c'est notre combat en 2020. En 2021, j'avais amené, moi, dans mon comité, une étude sur les conséquences de ces mécanismes-là. On a inscrit dans notre programme, là, lors de notre dernier congrès, l'opposition à ces mécanismes-là. Et après une crise sanitaire, rien ne justifie que le Canada s'obstine à encore pousser pour de telles dispositions-là, de telles dispositions. Et puis d'autant plus que ça avait été enlevé dans la CEUM. C'était dans l'ALENA, ça avait été enlevé dans la CEUM. Pourquoi encore pousser pour la souveraineté des multinationales et le droit au profit plutôt que pour les droits démocratiques et la souveraineté des États? Et puis, dans le cas précis de l'Ukraine, précisons tout d'abord que ce sera un État assez fragile post-guerre. Est-ce qu'on veut véritablement, même s'il y a des belles opportunités pour les entreprises québécoises et canadiennes, est-ce qu'on veut tout d'abord venir les coloniser avec un tel mécanisme où l'Ukraine se sentirait gênée, se sentirait rassurée d'adopter certaines mesures parce qu'elles auraient peur des contre-coups des entreprises canadiennes et québécoises qui voudraient faire du profit? Et d'un autre côté, en permettant à une entreprise, comme je vous le dis, de poursuivre directement un pays étranger sans obtenir le consentement de son pays d'origine, ça pourrait avoir des conséquences sur nous. Sur nous, parce que, dans le cas de l'Ukraine, on sait que l'Ukraine a sanctionné
plusieurs de ses propres citoyens parce qu'ils collaboraient avec la Russie. Ces sanctions pouvaient aller jusqu'à saisir leurs biens. Bon, mais si ces citoyens-là, ukrainiens, qui collaboraient avec la Russie, ont aussi des investissements chez nous, et qu'Ottawa décide d'imiter le gouvernement ukrainien en saisissant leurs biens, ils s'exposent à une poursuite pour expropriation discriminatoire en vertu du mécanisme de l'accord. Alors, Monsieur le Président, je conclurai donc en invitant le gouvernement à y aller d'un échange de lettres advenant l'adoption de cet accord pour qu'on mette fin à cette disposition qui est dangereuse et qui est inique. Merci, Monsieur le Président.